Attends, quand je m'assieds, moi, c'est l'arrière des cuisses et les mollets, ouais. Et demain, je vais me réveiller, je vais avoir mal aux fesses et mal aux abdos et je vais être là, I fucking hate you, tu sais. Ça prend 2 jours à me détester. Je dis toujours ça. Bon, you're gonna hate me tomorrow. Bon, maybe the day after. After you'll be happy. Donc, ça va. Et tu sais, tu sors du cours et tu te dis, waouh, je vais faire ça chaque semaine. Et 3 jours après, t'es là, maybe not. Une fois par semaine, c'est bien. Je vais rester sur les marches de Montmartre un petit peu, si ça te dérange pas. Mais je sens qu'être pote avec toi, c'est aussi venir avec un package. Tu vois ce que je veux dire? Où faut que j'ai mal au mollet à un moment donné. À un moment donné, faut mal, ouais. Et aux fesses. C'est un peu tendancieux ce que tu veux dire. Non. Alors, on se met plutôt proche du micro, comme ça. Ouais, au top. Je gère le son, c'est bien de mon côté. Tu peux parler. Test, je parle. Bonjour. Est-ce que ça va? Eh ben, moi, ça va top. Et toi, ça va? Bah, moi, ça va super. Bon, on va peut-être commencer du coup. Allons-y. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis avec Julie Granger, alias Juju on the Rocks, sur Instagram. Un gros bisou à Greg qui nous a présenté. On est devenues copines. On a plusieurs sujets de prédilection, dont les Real Housewives. Non, tu l'as dit. Ça balance les dossiers tu l'as dit. direct. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, celles et ceux qui regardent, est-ce que vous avez vu le dernier épisode avec Katie? Parce que meuf, je suis en train de le regarder. Non, mais là. Il est sorti aujourd'hui. Tu l'as vu ou pas? Ah, le nouveau. Ah oui, celui du. Ah non. Ouais. C'est le projet de ce soir. Elles sont pas gentilles avec Katie. Hein. Non. Elle est toute gentille, Katie. C'est souvent ça. Alors, toute gentille, je sais pas, parce que, bon, bref. Elle cache son jeu. Sinon, on fait le podcast là-dessus. Hein. Exactement. On fait un hors-série. Un commentaire. Oh, ça me chauffe, qui dure 4h30, tu vois, alors. Et Bessani. Bon, on rigole, mais ensemble, on va quand même parler d'un sujet un peu douloureux, physiquement et surtout mentalement. Toi, tu viens de la danse, tu as une formation de danseuse. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter ton parcours et ce qui t'a amené à être connue dans le monde du fitness aux États-Unis? Ouais, alors, si tu veux, quand j'étais jeune, on m'a un petit peu poussée, on m'a dit ok, t'as un talent pour la danse, il faudrait que tu fasses ça. Moi, j'ai eu une vraie passion pour la danse depuis que j'ai 11 ans. À l'adolescence, mon père ne voulait pas vraiment que je danse, en fait, si tu veux, parce que, tu vois, à l'école, ça allait bien pour moi, etc. Donc, à l'adolescence, je me suis un petit peu rebellée. J'ai fait des auditions dans des écoles. Ah ouais. Et j'ai été prise, en fait, en horaire aménagé dans une école à Paris, alors que moi, j'étais en banlieue. Donc, j'ai fait horaire aménagé comme ça, où je prenais le train de 7h du matin, je revenais à 19h le soir, danser toute la journée, te faire hurler dessus par des profs pas très bienveillants. Enfin bon, comme les films sur la danse classique, tout ça, c'est vrai. Hein. Donc j'ai fait ça. Et ensuite, à 18 ans, ayant obtenu mon bac, mes parents m'ont laissé une année entre guillemets sabbatique, mais j'ai dû aller apprendre l'anglais aux États-Unis. Donc je suis partie aux États-Unis, je devais y être juste 2 mois. Et en fait, j'ai été prise dans le niveau pré-professionnel à Boston Ballet School, qui était comme un rêve puisque j'avais commencé très tard. Et de là, en fait, tout a commencé avec la danse. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai été formée à Joffrey Ballet à Chicago. Et puis, une fois que j'ai eu des contrats, j'ai dû vraiment rattraper mon retard parce que j'avais vraiment commencé tard. Une fois que j'ai eu des contrats. Ce qui est fou, on te dit commencer tard, tu commences à 11 ans. Alors, 11 ans, mais c'était 2 fois par semaine, tu vois. Okay. Et prendre professionnellement à 16 ans, c'est très tard. Donc, j'étais avec des filles au départ qui faisaient ça depuis qu'elles avaient 9 ans. Donc, la première année, moi, j'ai travaillé, mais 3 fois plus que tout le monde pour essayer de rattraper mon retard. Ce que j'ai rattrapé la deuxième année, tu vois, c'était à ma terminale, c'est très tard pour commencer la danse. Tu vois, c'est comme un athlète, il commence pas à 16 ans, tu vois, Donc, ça, c'était Mbappé après sa fac d'économie. Voilà, tu vois, c'est pas, voilà, c'est, exactement, c'est beaucoup plus jeune. Donc c'était très tard, j'étais très motivée, c'était une adolescence très difficile parce que c'était j'avais 3 heures de transport par jour, j'avais 3-4 heures de danse, j'avais la pression pour être première de la classe parce que forcément mon père n'approuvait pas, donc je m'étais mis la pression, enfin bref. Donc c'était vraiment une adolescence qui était très difficile et beaucoup dans la contrainte, mais j'ai toujours continué, c'était pas facile hein, mais avec le soutien de ma maman, tu vois, voilà. Et arrivée aux États-Unis au bout de 3 ans là-bas ou 2 ans, en fait, j'ai eu des contrats et là, je me suis dit mince, en fait, c'est pas ça que je veux faire.
C'est pas vrai. Si, j'ai eu une réalisation, j'étais entourée de danseurs et je me suis dit, je ne veux pas être entourée toute ma vie de cet environnement où on ne parle que de ça, où on ne fait que ça. Moi, je venais d'un environnement où mes parents, on met l'accent beaucoup sur les études, mes frères et sœurs, tu vois, et j'étais, finalement, je me dis, donc ça va être ça, ma vie. C'est ouf ce que tu dis parce que j'ai fait un épisode avec Suzanne, la chanteuse. Ouais. Et elle a exactement ce parcours-là aussi. Et vers 18 ans, elle s'est dit, oh là là, mais en fait, c'est pas ce que je veux faire non plus parce que toutes ces années, tu te bats pour être première de ta classe et puis il y a tellement de challenges en permanence et ta vie est tellement rythmée qu'en fait, tu prends jamais le temps de te demander dire est-ce que c'est pas ça finalement, est-ce que donc je me suis jamais demandé jusqu'à voilà, et en fait, c'était un peu une fois que je l'avais fait, tu vois, où je me suis dit et j'avais une blessure au pied qui revenait tout le temps. Je me disais, je vais avoir mal toute ma vie. Est-ce que tu vois, j'ai eu des doutes et en fait, j'avais besoin de ce challenge. C'était difficile parce que je pense que la danse, pour moi, c'est vraiment une des carrières les plus difficiles. C'est l'armée fois plus les filles méchantes. Enfin, c'est vraiment tout ce que t'imagines. C'est pas un bon milieu, c'est pas un joli milieu, hein, tu vois, Et en fait, je me suis dit, je vais aller reprendre les études. Donc, je suis partie à New York et j'ai voulu garder mon niveau pro. Donc, si tu veux, je prenais un cours tous les matins, un cours professionnel à 10 heures et j'ai fait toutes mes études pendant 4 ans en fonction de ce cours de 10 heures. Ce qui veut dire que parfois, j'allais à l'université à 7 heures du matin pour revenir prendre mon cours de 10 heures pour repartir à l'université, tu vois, parce que j'étais pas sûre de vouloir arrêter. Donc, je savais qu'à New York, je pouvais faire les deux parce qu'il y a toujours un bon cours, il y a toujours des pros partout à New York. Donc, voilà, c'était la scène où je devais être. Ça, c'est possible aux États-Unis parce qu'en France, juste personne ne s'adaptera. Je pense qu'on peut pas comprendre. Voilà. Aux États-Unis, tu t'as ressenti vraiment le côté tout est possible? C'est ça. C'est pour ça que j'étais à Chicago et je me suis dit, où est-ce que je peux garder mon niveau professionnel pour ne pas me fermer cette porte? Parce que j'avais donné beaucoup trop de ma vie et beaucoup trop d'efforts, etc. pour me dire tout d'un coup de mes pieds, oui, et de mes, je sais, de tout, quoi, exactement. Et, je voulais pas vraiment je voulais pas du tout abandonner ça, mais ça me suffisait plus. Je me disais, mais mince, et s'il y avait autre chose? Et je savais qu'à New York, ça, je pouvais le faire. Il y a un studio très connu qui s'appelle Steps, tous les danseurs pros vont là, c'est le cours de 10 heures, il y a que des danseurs pros. Donc c'est comme si tu étais dans une compagnie parce que les gens avec toi, ce sont les gens de l'ABT, les gens du New York City Ballet qui viennent prendre cours là. Stylé. Donc tu as une vraie compétition, tu vois. Et en plus de ça, ça peut te faire un réseau aussi à New York. Non. Si tu veux, par contre, le monde de la danse, on se connaît tous. C'est-à-dire que de toute façon, moi, j'éternue à Chicago, quelqu'un à Tokyo le sait. Tu vois, oui, c'est très incestueux comme milieu. Donc, si tu veux, on connaissait tout le monde. On passe un mouchoir. C'est pas du tout. Oui, c'est ça. C'est tiens, bless you. Voilà, exactement. Donc ça, il y a aucun problème. On sait la vie de tout le monde. Hein. Quand je te dis que c'est un milieu pas facile, oui, tout le monde sait tout. Ah non, mais c'est même plus du potin. Les gens sont dans ton lit. C'est un beau king size du coup, ce que t'as là. Donc non, c'est pas du. Donc on se connaît tous si tu veux. Donc on se connaît tous. On peut pas y échapper. Hein. Donc voilà. Oui. C'est ça. Moi, les danseurs, je les connais quoi. Si tu veux, tu vois, je vais à New York, je connais tout le monde. Enfin. On se connaît tous, c'est vraiment un petit milieu et international, mais petit malgré tout. Donc en fait, on se retrouve tous partout. Il y en a qui vont là, mais les compagnies, on les connaît, donc on sait qui est où. Enfin bref. Et donc j'ai fait mes 4 ans d'école de management entrepreneuriat parce que je me suis dit je vais ouvrir un studio. Et en même temps, la deuxième année que je faisais mes études, j'ai ouvert une école de danse avec mon ex à l'époque. Donc j'avais 22 ans. I know. Non mais moi, c'est comme ça. Attends, voilà. Tu t'es mariée en plus. Oui. Exactement. Non, la nana qui fait tout hyper vite. Ouais. Moi, je suis à 31 ans, j'attends non, mais t'inquiète pas. Tu l'auras. On s'est mariés, on a ouvert une école de danse ensemble. J'étais à l'université encore et je faisais mon cours de 10 heures là pour rester pro. Donc c'était, voilà. Mais comment c'est possible, juste déjà, techniquement? Alors déjà, moi, j'ai pas beaucoup besoin de dormir, donc ça aide. Ouais, c'est Napoléon un peu là. Ouais, un petit peu. Et moi, je suis comme ça. En fait, il faut que je fasse plein de trucs. Il faut, je performe mieux dans le stress, il y a plein de choses à faire. On avait cette école de danse, c'était magique. J'avais 50 élèves. C'est moi qui faisais toutes les chorégraphies. J'adore chorégraphier, donc on faisait Casse-Noisette, le ballet entier. Hein, j'ai tout chorégraphié, donc j'ai chorégraphié plusieurs ballets entiers. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'adorais faire avec des enfants de 3 à 15 ans, tu vois. Tous les deux, on s'est séparés. C'est devenu difficile de garder une école de danse quand tu t'entends plus. Donc moi, j'ai voulu, parce que je faisais beaucoup de yoga, parce que je faisais aussi un cours de yoga par jour dans toute
I don't know. Entre Bref, 2h30 entre et 2h, voilà, exactement. Et j'ai voulu faire le diplôme pour être prof de yoga. Et aux États-Unis, c'est très poussé, c'est un vrai diplôme. Okay. Donc ça m'a pris presque 6 mois. Okay. Tout en étant à l'université. Donc j'ai commencé à donner des cours alors que j'étais encore à l'université. Et mon premier cours, c'était à Soho House sur le rooftop dans Meatpacking. Trop cool. Je te dis pas la panique parce que je l'ai un petit peu winged comme ça. Hein, alors, Soho House, pour ceux qui connaissent pas, et ne vous inquiétez pas, moi je ne connaissais pas cet été. Hein, tout va bien. C'est un sorte de club fermé. Il y en a un dans chaque ville qui regroupe un hôtel, un restaurant, une piscine souvent assez incroyable, accessible aux membres. Voilà. Et c'est une communauté qui est censée, enfin qui se dit, hein, moi je juge pas, qui est censée être un peu les gens cool, un peu normalement il y a une règle, tu peux pas être en costume, tu peux pas être en costard cravate. Oui. Tu peux pas, donc normalement tu vois c'est un peu normalement au départ c'était quelque chose pour les artistes, mais vraiment tu vois les artistes, les arty quoi. Voilà, c'est artsy, c'est pas un club, c'est pas le Lions Club, tu vois, c'est pas le Rotary. Non mais voilà. Oui, et aussi tu paies cher pour rentrer, hein, mais je pense que oui, donc c'est artsy mais pas trop. Artsy mais la carte. Hein. Exactement. Et donc ça, c'était mon premier job, où j'ai d'ailleurs donné un cours de yoga à notre chère Bethany de Reader's World pour revenir, et à tous les exécutifs de Citibank. Je suis ta pote, mais je suis surtout ta première fan depuis que tu m'as dit ça, parce que Bethany, c'est pour celles et ceux qui ne suivent pas encore, je pense que après cet épisode, ça changera. Les Real Housewives of New York, je vais le faire avec l'accent français. C'est en gros des nanas qui ont très très bien réussi, qui sont sur la scène new-yorkaise. C'est des quel est le terme? Socialite, ils disent. Socialite. Voilà, c'est souvent des nanas qui se sont mariées à des mecs. Sauf elle, c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et justement, elle, c'est celle une vraie entrepreneur, une vraie de vraie. Qui est hyper drôle, qui est hyper cash, qui galère un peu au départ dans la vie, qui galère avec les mecs. Donc voilà, forcément, moi, je me suis waouh. On s'est reconnus. Exactement. Et donc, le fait que tu donnes un cours à Bethany, bon bah voilà, maintenant je te regarde. Enfin, ça ne se voit pas, mais j'étais pas y attendre. Là, vous devriez voir Pauline. Elle est complètement, elle est à genoux, les mains levées vers le ciel. ouais, prostrée. T'as pas un hostie à me donner pour le goûter? Mais elle était sympa ou pas, Bethany? Elle était moyennement sympa. Ouais. Mais bon, on l'aime quand même. On aime son succès. Ça veut tout dire quand on dit on l'aime quand même. Donc, tu vois ça. Et aux exécutifs de Citibank, j'avais un cours à 6h30 le lundi matin, tous les lundis matins. Non, sans costume. Ils étaient en tenue de spa. Donc, voilà, c'était mes 2 premiers cours qui sont quand même assez prestigieux. Et ça a commencé comme ça. Et j'étais encore à l'université, donc je donnais ces cours. Et quand j'ai graduated, quand j'ai eu mon diplôme, en fait, c'est ça que j'ai voulu continuer à faire. Et c'était drôle parce que quand j'avais annoncé à mon père que j'allais reprendre les études, il m'avait dit bon d'accord, mais c'est pas pour être prof, hein. J'avais dit non. Donc c'était assez pardon papa en fait. Mais les papas, mais c'est pas possible. Et voilà. Et en fait, bref, c'est un peu un coup assez incroyable. Mais j'avais laissé mon CV chez Equinox pour être prof de yoga où il m'avait Equinox, c'est le leader mondial dans le monde du fitness. Et il m'avait gentiment rembarré en me disant non mais chérie, on est 200 sur liste d'attente pour vouloir peut-être avoir une audition. Tu viens d'avoir ton diplôme, laisse tomber. Je repars, et là c'est ça, pour ceux qui écoutent, je pense que c'est assez important. Je repars penaud, mais moi je m'y attendais. Hein. C'est mon ex qui était très américain. Mais vas-y, moi j'étais mais non, ils vont pas m'attendre. Je suis toute jeune. Equinox, ce sont les meilleurs. Jamais ils voudront de moi, etc. Mais pourquoi t'y vas pas? Donc je le remercie, hein, parce que là je pars et j'appuie sur le bouton de l'ascenseur, imagine la scène, et je me retourne. Le manager donc partait dans l'autre sens, et je lui dis But are you sure? Because I'm a former ballerina and, tu vois, je suis ancienne danseuse. Et le mec se retourne et me dit, ah, mais reviens alors. Si tu veux, je n'avais pas de deuxième partie à cette phrase. Donc, heureusement que ce gars m'a dit, and so good night, see you later. J'avais rien derrière à dire. Je ne sais pas c'est ça. La phrase est partie plus vite que mon cerveau, tu vois. C'est l'instinct. J'ai pas compris cette histoire. Je ne sais même pas ce que j'allais dire. Ça a parlé tout seul. Tu vois, les mots sont sortis. Je sais pas pourquoi. Lui me dit de revenir. Il me dit, écoute, on a parfois des formations de bar. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je dis, non. Oui, pardon. Je dis oui, mais en fait, à l'intérieur, c'était non. Et voilà, toi, ça peut nous intéresser. En train de chercher la deuxième partie de c'est ça. J'étais là. Oui. Il prend finalement mon CV parce qu'il avait refusé de le prendre, si tu veux. Il avait dit non, mais laisse tomber.
Donc, j'arrive à donner mon CV. Donc, tu vois, c'est ça les petites choses de la vie. C'est pour ça, c'est intéressant, je trouve. Et un jour, voilà, on m'appelle. Et on me dit, vous avez été sélectionné pour qu'on vous donne la formation de bar chez Equinox, etc. Moi, je regarde les dates. J'avais des vacances à Capri. Je leur dis, désolé, je peux pas. Merci beaucoup, mais je peux pas. Et là, je rappelle 2 minutes plus tard. Et je dis, écoutez, c'est combien de fois par an votre... Et dit, je m'en rappelle, il fait, once a year, maybe twice. Je me rappellerai toujours de cette phrase. Et j'ai dit, bon, alors je le fais. J'appelle mon ex, j'irai pas à Capri, je te rejoins plus tard. C'est de ta faute, de toute façon, c'est toi qui m'as poussé. C'est toi qui m'as poussé. Donc là, il y avait aucun problème. J'ai fait cette formation. On était 35. Sur les 35, ils en ont pris que 2. Et il y avait qu'un seul cours de disponible dans tous les Equinox. Il y a plus de 25 Equinox, je crois, à New York. Il y a je sais pas moi, 40 cours par jour dans chaque. Et il y avait qu'un seul cours de dispo. Ok. Et donc, la formation était longue, hein, c'était sur plusieurs semaines. Ils en ont pris que 2 et il y avait un cours de dispo. Ils nous ont auditionné et c'est moi qui l'ai eu. Ouf. Et de là, Et de là, donc 28 août 2015, tu vois, on s'en rappelle. Et de là, en fait, tu prends un cours par un cours par un cours. C'est-à-dire qu'on te donne un cours, après on te donne un autre cours, donc c'est très c'est laborieux dans le sens où c'est pas je suis à temps plein chez Equinox, maintenant j'ai un salaire, c'est un cours par un cours. Heureusement, j'étais directrice d'une autre école de danse dans Manhattan entre-temps, après avoir fermé mon école. Donc, t'avais fermé ton école. Voilà. Okay. On m'avait prise pour être directrice du département danse d'une école de musique. Donc, je faisais ça. Et je me suis mise, et je donnais mes cours de yoga, et je me suis mise, à faire ça. C'était quoi tes horaires par jour? Tu commençais à quelle heure Alors, je commençais à 7h et je finissais vers 20h30, 21h. Ok, parce que c'est une importance pour la suite de l'histoire. Oui, exactement. Donc, t'étais toujours en flux tendu, en fait. Toujours en flux tendu. C'est-à-dire que mon téléphone, les pas, il calculait, donc je faisais 30 000 pas par jour, donc ça compte pas les cours. J'ai 30 000 parce que je faisais un cours, énorme. Je voyageais 1 heure. New York, c'est énorme. 30 000 pas, c'est ce que je marche énormément. Je fais 10 000 pas par jour. Ça correspond à peu près à 6 kilomètres. Voilà. Florence, c'est mon max, je pense, avec Disneyland Paris. 34 000 pas et c'était du. Voilà, la journée, quoi. 15 kilomètres. Ouais. Bah voilà, ça doit être ça, 15-18. T'étais sponsor par une marque de basket? Non, j'aurais aimé. Et surtout, et ça faisait 30 étages par jour parce que comme New York, le métro est très profond, tu vois, je faisais ça. Et en plus donc je donnais 8 cours par jour. Oh là là. Tu vois? 8 cours par jour? Ouais. Je donnais un cours de 7 à 8, ensuite 1 heure de métro pour aller, un cours de 9 à 10, ensuite, après, j'avais des cours de danse où c'était d'un bloc 4 ou 5 heures d'affilée sans pause. Donc, ça permettait de rater, tu vois. Donc, je faisais ça. Ouais, et ça, c'était ton repos, limite, parce que là, au moins, t'étais au même endroit. Oui, je voyageais pas pendant, c'était l'après-midi, au même endroit, exactement. Tu mangeais un peu? Alors, je mangeais énormément. Je mangeais énormément. J'étais par contre j'étais très mince, mais je mangeais beaucoup. Et puis, je sortais tous les soirs, ce qui n'était pas forcément très sage de ma part. Maintenant, quand j'y pense, j'étais toujours à la nouvelle soirée, un nouveau truc qui ouvre, un nouveau, au Metropolitan Opera. Voilà. Ouais. C'était génial, quoi. C'est New York. Et comme il y a une telle énergie, cette ville te donne une telle énergie. Et puis, forcément, quand tu commences à avoir du succès, t'as une énergie. C'est, c'est le fuel de tout ça. Ouais. Donc, j'étais fatiguée, mais sans vraiment, c'était tellement génial. C'était tellement génial d'arriver à d'avoir trouvé une deuxième passion. C'est-à-dire que déjà, pour moi, la danse avait été une telle passion. Déjà, on a de la chance si on en a une. Ouais. Et là, j'en avais trouvé une deuxième, ce qui me paraissait, j'ai vraiment de la chance parce qu'il y a des gens qui ne trouvent jamais leur passion. Donc, j'avais cette impression d'être vraiment chanceuse là-dessus. Et en plus, c'est de commencer à avoir un peu de succès, etc. dans un truc qui est ta passion et qui est pas normalement très traditionnel. On va pas se dire elle gagne très bien sa vie en étant prof de fitness. C'est pas très, tu vois. Et oui, je t'ai pas dit, mais à l'époque j'étais mannequin fitness aussi pour une grande agence qui s'appelle Wilhelmina. Et donc elle est chiante, elle a tout. Il m'envoyait sur des shoots super fatigants, tu vois. Va courir le long de l'Hudson River en plein mois de mars, fais des allers-retours pendant 3 heures. Il fait moins 2 degrés, mais faut que t'aies l'air que tout aille bien. Tu vois, donc en plus parfois on me calait des shoots comme ça qui étaient fatigants parce que les shoots fitness c'est fatigant parce qu'il faut courir ou faut donc en plus je faisais ça. Donc j'étais flux tendu, c'est vraiment le mot. Et tu marchais à l'adrénaline, je trouve ça intéressant de se dire que tu mangeais beaucoup mais tu grillais tout, donc tu marchais à l'adrénaline au bonheur de, tu ressentais presque pas le froid en fait. Ouais, exactement. Ça, l'image. C'était de me dire mais c'est trop cool, mais ta vie en maillot de bain sous la neige et tu te rends pas compte qu'il neige parce que t'es très contente. C'est ça. Je me rends pas compte que j'avais mal là, que tu vois. Attends, je vais prendre un cookie. en parlant de ça. T'en veux un ou pas? Alors pour l'instant moi ça va. Mais je te remercie. Alors j'en crois.
Donc ouais, en fait, voilà, t'es sous la neige, tu te rends pas compte, t'es vraiment dans une énergie de et tout. C'est ça. Tu dors quand tu peux et c'est pas grave et tu verras demain. C'est ça. Je sentais, j'avais mal partout. Si tu veux, c'était très fatigant. J'ai eu des moments où vraiment mais c'était quand même extraordinaire. Pour moi, j'ai vécu un film, j'ai vécu un rêve, tu vois, c'était incroyable d'arriver à faire ça dans ce milieu-là. Tu vois, je pense que mes parents se disaient, mais comment elle vit notre fille, quoi? Comment elle fait, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils comprenaient pas, je pense, parce qu'on peut pas comprendre ici cet attrait pour le fitness, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Et donc, tu poursuis ta vie, t'as des horaires de folie, tu prends pas un instant, tu te reposes pas, mais parce que t'en as même pas envie, tellement t'es contente, et puis t'es dans une fuite en avant, en fait. Un peu. Exactement. C'était que mon ego était très, tu vois, nourri, donc c'est super, tout marche. Je commençais à négocier maintenant des contrats. Tu vois, j'ai dû quitter mon agence de mannequin parce qu'Equinox me donnait tellement d'argent, de contrats, pas d'argent. J'aurais aimé, oh le lapsus, c'est pas vrai. Il me donnait tellement de contrats, oh là là, j'aurais bien aimé. Il me donnait tellement de contrats, non, pas d'argent. D'ailleurs, s'ils veulent réparer non mais de contrats tu vois que j'ai dû quitter l'agence de mannequin parce que je me disais bon ça vaut plus le coup, je vais rester. Donc eux ils me donnaient des contrats, va faire telle vidéo, va dans tel endroit, et c'était fou, c'était le kiff. On me disait va faire tel event dans les Hamptons. À la fin je commençais à négocier, tu vois, à dire bon vous venez me chercher en chauffeur, je veux dormir sur place, etc. Pourtant et vous me ramenez, les gars commençaient à dire oui. Alors que moi je suis tellement timide, je suis tellement nulle pour négocier, tu vois, je me sentais mal de le faire, tu vois, mais ça marchait en fait. Donc c'était ça. Et si tu veux, là-bas il y a un attrait qui est différent, où il y avait des listes d'attente dans tous les sens. Enfin, les gens, donc t'as ça qui en fait, quand t'entres et que t'as 30 personnes qui font la queue pour ton cours, qui sont sur liste d'attente, mais qui espèrent rentrer alors que le cours de toute manière est plein, et que toi t'arrives, qu'on t'a posé ton tapis, qu'on t'a mis ta truc, parce que tu vois, c'est un autre gourou. C'est ça. Et voilà. Et tous mes amis français, quand voyaient les stories Insta et tout ça, me disaient, mais t'es le gourou d'une secte. T'es le gourou d'une secte. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça faisait ça. Si tu veux, c'est quelque chose qu'on a dû. Par contre, Non, j'ai enlevé le petit chignon. Maintenant, je suis beaucoup plus simple. Non, mais bon, donc c'était assez incroyable. Et moi, il y avait vraiment cette bonne ambiance et tout, par contre, tu vois, parce que ils prennent parfois la grosse tête, parce que, comme dans tous les milieux, t'as des profs de fitness qui prennent la grosse tête aux États-Unis, parce que quand t'as donc voilà. Donc j'avais ça, mais en effet, j'avais mal. Mais étant danseuse, quand t'es danseur, tu as mal toute ta vie. Tous les jours, tu te réveilles, t'as mal partout. Ah ouais. Donc c'est une habitude. Donc ta résistance à la douleur, elle est pas la même que quelqu'un de normal. Non, elle est pas la même. Et j'avais mon acupuncteur qui est comme un sage, qui me disait, Julie, tu vas faire un burn-out, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que ton mental est beaucoup trop fort. Et que ton corps, ce n'est qu'un corps. Et que même si ton corps est fort, ça ne reste qu'un corps et tu ne comprends même pas comme il va lâcher, en fait. Et il me le disait. Je disais, oui, je peux pas m'arrêter, c'est comme ça. Et ça te faisait te dire quoi quand il disait ça? Est-ce que il y a une partie de toi qui disait, mais non, j'y arriverai Je pensais pas que quelque chose pouvait être aussi grave. Tu vois, je pensais que tu pouvais te faire mal. Je pensais que, voilà, bon, il va m'arriver. J'en ai eu des blessures, j'ai eu genoux, pieds, cou. Enfin, tu vois, j'ai l'habitude, on a l'habitude. Donc, si tu dis, bon, oui, mais j'ai eu un good run, ok, j'ai une petite blessure qui m'arrête 2 semaines, mais après, pendant 3 mois, ça cartonne. Enfin, tu vois, t'es pas très, et c'est New York aussi, Ça te pousse pas vraiment à tu vois, le truc no excuses, t'es dans une surperformance totale. Et moi, j'avais une énorme culpabilité. J'arrivais jamais à le dimanche, je me levais, c'était mon seul jour off, j'allais au sport. Oh là là. Tu vois, parce que non, il faut que j'aille, tu vois. Alors ça devient une drogue aussi. Le sport, c'est une drogue comme le reste. Ah oui, si tu en fais trop, oui. Donc, si tu veux, j'étais aussi dans ce truc vraiment, moi, je me suis toujours sentie coupable dès que je fais rien, donc ça n'aide pas, en fait, mon type de personnalité. Voilà. Mais à la fin, j'en avais marre. Moi, j'ai décidé en janvier de partir de New York. Je me suis dit, en janvier de 2018, je pars. En juillet, je pars. Donc, si tu veux, à la fin, j'en avais assez. Mais je continuais parce que je me disais non mais c'est quand même vraiment bien. Ensuite je vais partir, je vais monter mon studio. Mais en attendant, surfe sur cette vague, c'est génial et c'est génial. Le problème c'est qu'à la fin, tu vois, juste avant que je déménage, là ça a pété quoi. Putain, c'est toujours comme ça. Ouais. Alors que tu vois, je partais tu quoi. Tu tenais. Et qu'est-ce qui se passe ce fameux jour? Ce fameux jour, et là tu vas, toi qui es très dans les énergies, je crois que tu vas pas me croire et c'est la vérité vraie.
j'étais dans les Hamptons parce que je donnais cours dans les Hamptons 3 jours par semaine et à New York 4 jours par semaine. Et dans les Hamptons, j'avais 4 cours d'affilée le matin. Attends, 3 et 4 jours, ça fait 7 jours. Donc, c'est-à-dire que tu bossais tous les jours. C'est ça. Okay. Bon, vers la fin. Bon, le dimanche. Oh là là, franchement. T'es sûr que t'es pas prix Nobel de mathématiques, en fait? Il est où le prix Nobel? Il est où dans cette, donc, exactement. Donc, à la fin, bon, je travaillais dans tous les sens, etc. Ouais. Et donc, si tu veux, j'arrivais le vendredi à minuit dans les Hamptons après ma journée. Je donnais 4 cours le samedi, 4 cours le dimanche, 4 cours le lundi. Le lundi, je rentrais, il y a 4 heures de route. Et je donnais un cours dans Manhattan et un cours dans Brooklyn. Donc, je faisais 4 heures de route, 4 cours dans les Hamptons, un à Manhattan, un à Brooklyn. Non, je sais même pas. Ouais. Les journées, elles faisaient pas 24 heures. Et je me réveille ce lundi-là. Je venais de donner mes 4 cours du samedi, mes 4 cours du dimanche. C'était juillet. J'en pouvais plus. Il fait chaud à New York. Ouais, il fait chaud. Et j'avais un mal de dos depuis le mois de mars et on était le 23 juillet. Donc, j'avais un mal de dos et je continuais dessus. Bref. Et je me réveille et je fais un rêve où je suis à l'hôpital et le docteur me dit en montrant ses doigts comme ça, tu vois, rapprocher l'un de l'autre, Julie, en anglais, il me dit, Julie, t'es à ça de te faire une hernie discale. Tu m'entends? You hear me? You're this close to get an hernia discale. Ton corps qui essaie de te... Incroyable, parce que moi, comment ton corps peut anticiper quelque chose qu'il n'a jamais eu? Ça, c'est un mystère. Alors, moi, alors, tu vas dire les énergies et tout, mais, je sais toujours quand je vais faire une migraine le lendemain ou le surlendemain, c'est-à-dire que tout d'un coup, je suis dans la rue, je vais faire une migraine. Voilà. Mais je pense que c'est notre corps qui le sait déjà et qui essaye d'atteindre le cerveau. Mais et tu vois, par mémoire, je comprends. Non, t'as déjà eu une migraine. Le corps est magique. Tu as une hernie discale, comment il a pu? Mais enfin bon, en tout cas, je me réveille et moi j'étais au bout du rouleau. Je me rappelle, j'appelle une copine, je fais en pleurant, je dis I can't give this class, j'en pouvais plus, tu sais, j'étais au bout du rouleau. I can't do it. Je donne mes 4 cours. Dernier mouvement, dernier cours. Bam! Un truc, mais une douleur, mais je peux même pas te décrire cette douleur. C'est une douleur où si tu me donnes 1 million d'euros pour la ressentir pendant 10 secondes, je te dis non. Je te jure. Et c'est une danseuse qui parle. Ah non, mais c'était horrible. Je claquais des dents, je tremblais. Enfin bref, hôpital, blablabla. Mais alors attends, excuse-moi. T'es à ton cours, tu t'effondres, comment est-ce que alors je sens un énorme truc, je finis ma dernière pause là, puisque t'as fait le cours hier, un espèce d'équilibre comme ça, en ayant cette douleur. Au revoir tout le monde, au revoir. Et là, je m'explose par terre. Mais explose par terre. Je me suis relevée 2 heures plus tard parce qu'ils arrivaient pas à me lever. J'étais dans une telle douleur. L'ambulance arrive. Mais vraiment un désastre. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles ou alors est-ce que c'est le blackout? Si. Je me rappelle me dire, mais un petit peu moins correct, qu'est-ce que tu es bête, ma pauvre fille. À me répéter, mais t'es une idiote. Mais t'es quelle idiote, mais quelle idiote. C'est tout ce que je me suis répété. Parce que tout le monde me l'a dit, parce que c'était prévisible, parce que même le matin, mon corps me l'a dit, parce que je le sentais, parce que j'arrive à l'hôpital. Bon, bref, en gros, ils me disent que j'avais eu il me fait, mais vous avez un énorme lumbago là à droite. Je fais le truc là qui me fait mal, qui me faisait mal. Donc depuis le mois de mars, moi j'avais un lumbago. Normalement, t'as un lumbago, tu t'arrêtes 2 semaines, même si t'as un travail de bureau. Moi, je donnais 8 cours de fitness par jour, 7 jours sur 7 depuis 4 mois. Et en fait, hernie discale, je sors en chaise roulante à 28 ans et je me retrouve, c'était le mois de juillet, à New York, dans un appartement, tout seul, allongé sur mon canapé, à ne plus pouvoir bouger pendant 5 semaines. C'est-à-dire que ma seule promenade, c'était d'aller du canapé au lit. Toi qui culpabilisais déjà de prendre un jour off tout en faisant du sport. C'est ça, exactement. Donc là, c'était... T'en parles à tes parents parce que on ressent que ton papa, son approbation, c'est hyper important, comme tout. Hein. Le daddy issue. Ouais, oui, exact. J'ai levé les 2 bras. Quand tu en parles à tes parents, ils doivent s'inquiéter. Comment ça se passe? Oui, alors là, tout le monde s'inquiète. Moi, bon, je suis toute seule là-bas. De toute façon, je peux pas bouger. Tout le monde s'inquiète, mais ils peuvent rien faire. Et on te dit quoi à l'hôpital? Alors, sur le coup, on m'envoie chez moi, et voilà. Et là, moi, en fait, au bout de 5 semaines, je vois aucune amélioration. Aucune amélioration. T'es en fauteuil roulant? Alors non, je suis sortie en fauteuil roulant. Et ensuite, j'étais juste allongée, quoi. C'est-à-dire que, bon, je pensais déménager à Berlin pour ouvrir mon studio. Donc, j'ai essayé de m'apprendre l'allemand 8 heures par jour. Du coup, j'ai fait, je fais 8 heures d'allemand par jour. Donc, j'étais là, je faisais 8. Alors, je ne sais pas parler allemand. Je sais pas comment c'est possible. Mais j'ai fait 8 heures d'allemand par jour tous les jours parce que je pouvais faire que ça. Enfin, je me suis dit, je fais toujours quelque chose de productif. Par contre, ça, c'est important.
Et bizarrement, j'étais assez forte psychologiquement. Ça m'étonne de moi d'avoir été dans un moment si difficile, aussi finalement calme en fait. Je suis pas quelqu'un de très calme. Ouais, j'étais finalement assez calme. Et quand au bout de 5 semaines, je retourne à l'hôpital, il y a aucune amélioration. Je demande ce qui se passe. Ils me disent non mais là, vous avez un disque qui est complètement mort parce qu'il s'est déchiré complètement. C'est pas une hernie discale normale. Un qui est une hernie discale normale, l'autre qui s'est déchiré. Tout le liquide qui est normalement dedans a en gros explosé dans voilà. Et il faut qu'on vous opère sur le champ et enfin bientôt. Et si vous avez de la chance, si vous pouvez marcher dans 1 an et votre carrière est fichue. Oh mon Dieu. Et je me suis évanouie, dis-toi. Bah bien sûr. Je me suis évanouie à l'hôpital. Ah ouais, je me suis évanouie. Déjà, c'est con, mais quand t'opères du dos, c'est effrayant. Ah oui. Ah bah là, oui. C'est absolument effrayant. Ouais. Si tu peux remarcher dans 1 an, c'est chouette. Ça te paraît une éternité. Ouais. Et surtout, toute ta vie est terminée, en fait. Bah, c'est ça, je me dis, mais moi, j'ai pas de plan B. En fait, j'ai tout mis là-dedans. Et en plus, j'étais sûre que, et en plus, ça marchait vachement. Et puis, c'est devenu ton identité. Et exactement. C'est flippant quand tu te rends compte à quel point t'as tout mis dans ton travail. Ah bah, ça, c'est ça. Et je pense que ça, c'est une leçon aussi à en tirer. C'est, ton travail doit être fantastique, t'épanouir, mais ça doit pas être ton identité. Parce que ça, j'y arrive toujours pas, par contre. Pour moi, tu vois, ça c'est quelque chose avec lequel j'ai encore pour moi, je vois pas parce que depuis petite, avant j'étais la danseuse du groupe, ensuite j'étais, tu vois. Donc ça par contre, c'est vrai que c'est pour ça aussi que je travaille autant. C'est un sorte de cercle vicieux entre guillemets où c'est vrai que mon travail c'est voilà. Donc ça j'ai encore, tu vois, ce problème là, lui perdure. Bref, finalement. Donc on te dit ça, donc tu t'évanouis vachement. Je m'évanouis, je me réveille, je marche jusqu'à chez moi parce que là je pouvais quand même marcher, tu sais, mais un film, la fille, le zombie qui marche, qu'est-ce que je vais faire avec la musique les de bras Dido, ballants, avec tout qui pleut, voilà, c'est le truc vraiment, enfin, la fille, exactement, et le zombie qui regarde comme ça, enfin, et en fait j'appelle les déménageurs, je fais bon, vous deviez me déménager à Berlin dans 1 mois, est-ce que vous pouvez faire la semaine prochaine? Bref, et on me déménage. Mais why? Pourquoi tu... Mais parce qu'en fait, à New York, je pouvais rien faire. Alors que moi, clairement, j'ai jamais fait d'études à New York. Je les ai fait à Angers, à l'IT Tech de Pont. Mais parce que je pouvais rien faire à New York. Le gars, il me dit, il faut que je me fasse opérer. Moi, il est hors de question que qui que ce soit touche à mon dos. Surtout, donc, tu te fais pas opérer aux États-Unis. Aux États-Unis, de toute façon, le premier accident m'a coûté 10-12 000 $ déjà. Donc, si tu veux, moi, tout l'argent que j'avais économisé en travaillant comme une malade les 6 derniers mois, il est parti dans l'hospital, le déménagement, le truc et le machin. Donc moi, et puis on ne touche pas à mon dos, je suis désolée. Donc s'il y a une autre, moi je vais tout chercher jusqu'à ce qu'on touche à mon dos. Okay. Et donc je suis retournée en France. Alors j'ai dû me prendre un thé allongé quoi. J'ai dû prendre un billet pour une fois dans ma vie première classe parce que évidemment il fallait que je sois allongée. Ensuite j'arrive, ma mère vient me chercher dans la voiture allongée direct à l'INSEP, médecin. Bref, j'ai trouvé là un super kiné de l'opéra et en 4 semaines il m'a remise, mais c'était ou moins. C'était 4 semaines où je venais 2h30 par jour et c'était 4 semaines de se retenir de pleurer, quoi. C'est Julie, mets-toi à 4 pattes, je peux pas me mettre à 4 pattes. Julie, fais ça, je peux pas. Julie, mets-toi à 4 pattes et lève un bras, je tombe. Julie, fais une planche, je tombe. Julie, et c'était un bébé, une rééducation de tu sais plus rien faire. Toute ta vie, t'as bougé et tu sais plus rien faire. Et il partait voir un autre patient, il revenait, il fait je te donne un autre exercice. Il revenait au bout de 20 minutes. Est-ce que tu peux encore, t'y arrives, oui, donne-moi un autre. Et du coup, je restais là toute la matinée, 2h30 tous les jours. C'est terrible parce que là, t'es confronté vraiment à l'échec total de ton corps. C'est ça. Qui tout d'un coup m'a décidé de reprendre sa liberté par rapport à ta tête, quoi. Et qui m'avait jamais fait ce coup-là, si tu veux. Enfin, c'est moi qui lui ai fait un sale coup. Il était gentil, ton corps. Il était sympa, il était vraiment sympa. Et ouais, c'est moi qui suis pas cool. Et donc, si tu veux, voilà. Et ça a été très dur, mais en 4 semaines, je me suis remise et j'ai pu partir à Berlin avec 3 jours de retard sur le truc prévu au départ. Mais attends, ça veut dire que les coup de peut-être que dans 1 an tu pourras remarcher et puis ta carrière c'était comme on dit du BS. C'était pas vrai, c'était une personne qui ne me connaît pas, qui me voit comme ça, qui voit mon dos et qui dit voilà ce qu'il faut faire. Et moi je suis Julie Granger et c'est pas monsieur machin qui m'a rencontré il y a 5 minutes qui va me dire exactement, enfin peut-être qu'il a raison mais peut-être qu'il a pas raison. Il connaît pas mon mental, il connaît pas la résilience, il connaît pas donc moi j'ai décidé d'essayer autre chose et mon Dieu heureusement. Mais heureusement, mais un truc de ouf, c'est le nombre
2 fois où un avis médical est beaucoup plus dramatique qu'il Bien ne sûr. devrait être. Bien sûr. Prenez toujours plusieurs avis médicaux. Toujours. On avait dit à ma mère, c'est une histoire de fou et c'est dégueulasse. Quand j'avais genre 12-13 ans, donc ma mère était dans sa quarantaine, on lui a dit elle va chez un kiné ou un ostéo pour un problème de pied. Ouais. Et non, pardon. La meuf qui raconte les histoires trop mal. Pour un problème de cou. Ouais. Ah oui, de rien à voir. Mais tu vas voir à la fois qu'il y a un rapport. Pour un problème de cou. Et la personne lui dit, madame, vous avez une maladie dégénérative, dans 2-3 ans, vous êtes en fauteuil roulant. Oh my. Et ma mère est hyper mal en sortant, Tu comme m'étonnes. toi. Ah, Ouais. tu vois. Et elle se dit, mon Dieu, mais je suis mère célibataire, comment est-ce que je vais faire pour élever ma fille? Enfin, horrible, quoi. Et le mec, cet enculé, lui conseille d'aller chez son pote Évidemment. qui fait des super IRM, des Oui, super scanners évidemment. extrêmement chers et tout, tu vois. Et il lui fait une batterie d'examens comme ça qui vaut une fortune. Et ma mère a un sorte de pressentiment, elle se dit je vais quand même aller consulter quelqu'un d'autre. Alors peut-être que c'était cette fois-ci un médecin du sport ou je sais plus. Et la personne lui a dit mais en fait juste votre pied est un petit peu décalé et comme tout ça est remonte aligné sur une colonne vertébrale, oui. Parfois on a mal ailleurs. Et vous avez mal au cou, c'est juste un petit problème de pied, on va se revoir 2 séances et ça va très bien. Ça fallait juste aller voir un éthiopathe ou un... Et ouais, c'est ça. Et ce mec, en réalité, était connu pour prescrire énormément d'examens et c'était une sorte de chaîne, tu vois. C'est comme un scam, quoi. Allez hop, on met les potes dans le truc. Voilà, c'est ça. Bon, là, c'était peut-être ça. Quand je suis allée voir le kiné, pas, mais en tout cas, c'est vraiment la raison de. Quand il a vu le truc à l'INSEP, le docteur a dit bon, ça va être compliqué, mais je pense que c'est possible. Ouais. À partir de ce moment où il dit moi, j'entends que ok. Ouais. Tu vois, s'il y a possibilité, c'est 0,5. Je m'en fiche, j'y vais, tu vois. Par contre, moi, j'entends que ok, c'est possible. Bah, surtout que là, toute ta vie en dépend et t'as pas d'autre choix que de te dire je vais essayer d'y croire. C'est ça. Donc, si tu veux, mon pari a été gagnant et je suis heureuse parce que je touche du bois toujours, j'ai toujours peur, mais maintenant, en plus, non seulement ça, mais en plus, j'ai pas mal à part accident de surf occasionnel, mais enfin bon. Non, mais normalement, je vis sans douleur. En plus, qui est normalement quand t'as une hernie, les gens vivent toute leur vie avec. On m'avait dit tu pourras pas avoir un enfant de la manière naturelle parce que quoi. Enfin bref. Et donc voilà, donc ça c'est le truc et puis finalement je fais tout according to plan en fait. À la fin je pars à Berlin comme convenu, etc. Mais est-ce que ça a transformé non seulement ta façon de voir ton corps, mais peut-être aussi ta manière de l'écouter? Alors oui, quand j'étais sur le dos à New York à regarder le plafond, un plafond en plus tout blanc, donc si tu veux, j'ai été je me suis bien ennuyée. J'aurais bien aimé, voilà exactement. Si tu veux, donc j'ai regardé un plafond blanc pendant 5 semaines. J'ai fait un pacte avec Dieu, avec la vie, avec qui m'écoute, et j'ai dit s'il vous plaît, que je m'en remette, je ne ferai plus jamais de conneries. Parce que pour moi, de donner 30 cours par semaine, c'est une aberration, c'est une connerie, j'aurais pas dû faire ça. Et j'ai vraiment fait ce pacte. J'ai fait, s'il vous plaît, que je puisse redonner des cours un jour, que je puisse redanser un jour. J'étais là, je parlais comme ça, alors. Bah, t'as que ça à faire. Voilà. Bah oui, là, pour le coup, que ça à faire. Et donc, voilà. Et quand j'ai eu cette chance, j'en suis toujours consciente aujourd'hui. Pour moi, j'ai eu vraiment une deuxième chance et je suis très reconnaissante, quoi. La vie m'a vraiment donné une deuxième chance avec ça. Donc, tu prends pas tu vois. Ouais. Tu prends pas la légère. Ouais. Ça t'a changé ta perception de la vie? Ça m'a fait finalement réaliser qu'on me disait souvent t'es trop sensible, que vas-tu faire quand il t'arrivera un vrai problème. Ça m'a fait me dire que parce qu'il m'arrive quand même pas mal de choses, tu vois, c'est très eventful comme on dit. Donc ça m'a appris que vraiment là j'étais au plus bas, hein. Là j'étais vraiment au plus bas. Puis j'avais eu une rupture quelques mois plus tôt qui m'avait en plus, si tu veux, psychologiquement, tu vois, émotionnellement j'étais mal. Donc c'était vraiment tu vois, tu te retrouves sur le vraiment tu dis t'es une loseuse, quoi. Ouais. Bah oui. Et tu vois, et malgré tout ça, tu vois, j'étais pas entourée d'un mec qui m'aime, tu vois, le gars avait pas été respectueux nécessairement, etc. Donc en plus j'avais ça et en fait I made it, quoi. Alors que vraiment, je pouvais plus bouger. Qu'est-ce qu'il y a de pire? Enfin, je veux dire, si, il y a des choses pires, bien sûr. Mais là, c'était vraiment un low point dans ma vie, tu vois. Ouais, c'est une grande fierté aussi de se dire, mais je suis plus forte
que ce que je pensais ou que ce qu'on aurait pu dire. Qu'on m'a dit. Ouais. Et on peut être très sensible et très fort, en fait. Les deux sont totalement compatibles. Exactement. Et je trouve ça lunaire quand on pense que ça l'est pas. Oui, exactement. Parce que c'est d'ailleurs même souvent le cas. À la limite, c'est plutôt les gens insensibles qui sont pas forcément forts. Je trouve et je pense que c'est aussi très chouette d'être capable d'avoir des émotions, de pleurer, parce que pleurer, c'est évacuer quelque chose aussi. Et je pense qu'on s'en remet d'autant plus vite quand on arrive à être au contact de ses émotions. C'est un truc que t'avais perdu en plus. Ça. Exactement, c'est ça. Quand tu repenses à cette période-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu veux dire la période blessure ou la période avant blessure La période blessure. La période... Quand tu la regardes avec tendresse, qu'est-ce que tu as envie de dire à Julie qui est en train de regarder, qui se dit il y a une petite toile d'araignée là à l'angle. J'ai envie de lui dire que honnêtement, et ça m'arrive pas souvent, mais que je suis vraiment hyper fière d'elle. Je suis vraiment fière d'avoir tenu, d'avoir pas écouté, d'avoir été avec son. Je suis un petit peu une rebelle, donc j'écoute pas vraiment ce qu'on me dit. Je suis contente d'avoir continué avec mon instinct. Je suis contente d'avoir j'ai une grosse fierté de l'avoir faite toute seule. Parce qu'évidemment, j'ai ma famille, ils sont super, mais bon, ils étaient en France, tu vois, c'était des coups de téléphone, etc. Mais je me suis vraiment, j'étais vraiment seule en fait dans ce truc. Et puis, tu as un sentiment de honte parce que t'as l'impression d'être une loseuse, tu t'es pété le dos, c'était pas clean, tu vois. Je me disais ça fait pas chic, je sais pas, tu vois. Et je me sentais pas bien. Et malgré tout, je sais pas, j'ai pas désespéré en fait. J'admire le calme de cette Julie là en fait, malgré l'adversité, tu vois. Ça, c'est chouette dans ce genre de moment de vie où c'est tellement dur, on touche tellement le fond qu'on s'étonne soi-même. Parfois, un petit peu de repiocher dans sa boîte à souvenirs quand ça va pas et de se dire, en fait... j'ai fait ça, quoi. La Julie d'aujourd'hui, elle a fait ça. Ouais. Elle en est capable. Ouais. Moi, tu vois, donc j'ai perdu mon papa il y a 5-6 ans maintenant. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui pleure tout le temps. Et très étonnamment, quand mon père a eu son cancer, je pleurais plus du tout. Ouais. C'est-à-dire que j'étais dans une phase très pragmatique, très robot. Ouais. Là, faut être fort. Il faut être fort, il faut être stable, il faut être solide. Et j'étais hyper déroutée par mon propre comportement. Ouais. Et en fait, dans ce genre de moment, souvent, on se dit mais je pensais me connaître, mais je me connaissais pas. C'est ça. En fait, ça te surprend, mais dans le positif, c'est ouais. génial. Ouais. De dire en fait, je peux gérer ça. Ouais, c'est ça. Et un truc, c'est très étonnant aussi, mais l'un des points positifs de cette histoire de vie que j'ai eue, alors bon, le plus gros, c'est qu'on a pu se dire je t'aime avec mon père, donc ça c'est très important, une boucle est bouclée. Mais c'est bizarre à dire, mais moi j'ai pris confiance en moi avec cette période-là parce que je me suis rendu compte que je tenais tête au chef de clinique qui était irrespectueux envers mon père, que je prenais ma place, que j'étais solide. Ça me fait j'ai des frissons. Non mais tu vois, j'ai des frissons. Et cette confiance en soi-là, parfois, elle vient de la pire des épreuves. C'est ça. En fait, et finalement, le caractère, est-ce que c'est pas comment tu te comportes quand tout va mal? Tu vois? Ouais. Parce que quand tu vois, t'es émotionnel, mais bon, qu'est-ce que t'as vu ce que tu gères? Ouais, c'est clair. Donc moi, les gens, je trouve que j'admire le plus, ce sont des gens qui gèrent en crise et pas des gens qui ne savent pas gérer. Tu vois, quand quelqu'un sait pas gérer, c'est passé. Enfin, ça rend intolérant. Par contre, après, moi, je suis hyper intolérante envers les gens qui perdent leurs moyens. C'est vrai que oui. Ouais. Mais c'est marrant parce que ça, tu vois, je vais perdre des moyens. Alors je fais pas de crise style tu vois d'énervement et tout. Par contre dans l'émotion, je peux complètement perdre mes moyens. Mais moi aussi je pleure à chaque rupture. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, en fait pour les vrais trucs, t'es solide quoi, t'es quelqu'un de solide, donc t'es quelqu'un sur qui on peut compter. Donc voilà, ça c'est les gens que j'admire le plus au final. Franchement, c'est lunaire. En t'entendant parler, je suis en train de me dire, j'ai une sorte d'épiphanie où je me dis, ouais, c'est ouf. On pense que la confiance en soi est liée aux étapes successives de la vie où on réussit. En fait, je suis en train de me poser la question si c'est pas aussi et surtout dans les moments durs où on peut se relever. Moi, je pense que c'est dans se relever. Je vais arrêter ce podcast, ça y est. C'est ça y est. Bon, salut. Alors, c'était le dernier. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Voilà, c'était un plaisir. Ouais, je te remercie. Alors là, c'est historique. C'était le dernier. J'étais dessus. Je suis vraiment heureuse. Non, alors moi, je suis complètement d'accord avec ça. Puisqu'en fait, les choses desquelles je suis les plus fière. Non, je suis fière de certaines, certaines réussites. Et tu dois. Mais ouais.
Mais c'est vrai qu'il y a des grosses fiertés qui viennent d'avoir su de se relever, de cette blessure. Ensuite, comme tu sais, du studio, etc. Voilà. Ça, ce sont des grosses fiertés, quoi. Parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a un pourcentage, je sais pas, tu avais 75% de chances d'abandonner, de complètement, d'abandonner, quoi. Et finalement, de ne pas avoir abandonné, d'avoir trouvé une solution et d'avoir un peu changé ta vie en fonction des épreuves qui t'arrivent. Et c'est ça, en fait, la vraie fierté. Les gens à qui n'est jamais rien arrivé, finalement, on sait pas comment ils peuvent se comporter en tant que tu vois, en cas de problème, etc. Donc tu sais, il faut être fier de réussir à se relever, parce que là, comme toi, tu aurais eu le choix de complètement sombrer. Tu aurais pu, je sais pas, faire une dépression. Ça aurait été légitime, je veux dire, que tu fasses une dépression, que tu abandonnes tout, que tu veuilles plus travailler. Et ça aurait pu être aussi un autre chemin de vie. Et oui. Si vous l'avez fait, d'ailleurs. Voilà. Tu vois, c'est ça que je dis. Oui, c'est pas un jugement. C'est ça que je te dis. C'est qu'il y avait cette possibilité. Ça aurait été légitime que tu lâches tout, que tu dises, non, là, c'est fini, je sais mais pas. Mais d'ailleurs, j'ai fait un burn-out. Voilà. Je veux pas dire que j'étais parfaite. Mais tu vois, voilà. J'ai fait un burn-out. Et ensuite, tu aurais trouvé, il y aurait eu quelque chose d'autre plus tard. Mais à ce bridge-là, toi, t'as plusieurs ponts à un moment, ou chemins mais à cette croisée des chemins, celle-ci, ton choix, c'était de pas abandonner, de pas sombrer, d'être forte, etc. Et ça, c'est, Tu vois, quand tu dis ça, je me dis, en fait, dans la vie, alors, on fait déjà avec ce qu'on peut et le bagage qu'on a, et donc, tu le rappelles hyper bien, il n'y a pas de jugement, c'est pas parce que moi, bien sûr, sur cet événement avec mon père, j'étais forte à ce moment-là que je le serai pour le prochain, donc chacun vit ses périodes. Mais c'est intéressant de se dire qu'effectivement, souvent dans les périodes de vie, en fait, t'es au carrefour de deux chemins, et à toi de choisir. Alors la situation, elle est là, mais à toi de choisir comment est-ce que tu vas la gérer, la gérer. Ouais. Et t'aurais pu réellement te laisser un peu mourir, parce que en plus en gérant une rupture, moi je sais que ça me parle grave avec ma peur de l'abandon, tu vois, ce truc de devoir être seule face à une épreuve. C'est quelque chose auquel je pense, alors que je sais qu'il y a des personnes qui n'y penseraient même pas. Tu vois, c'est tout d'un coup, ça amplifie la rupture. Tu dis, je suis toute seule comme une loseuse. Tu te dis, je suis toute seule. Je suis sur le dos, et en plus, je me suis fait larguer. C'est ça, exactement. Et donc, je pense que tu peux rajouter une petite pincée de fierté là-dessus aussi, parce que si en plus chez toi ça résonne et que c'est douloureux pour ça, de te dire, mais en fait, j'ai pas eu besoin. Oui, ça c'est sûr. La béquille, c'est toi qui te l'a. Oui. Voilà. Non, et c'est ça. Après, c'est comme ça qu'on forge aussi l'indépendance. Moi, je sais que c'est affreux à dire, mais j'ai eu des petits problèmes de santé, j'ai eu d'autres choses c'est très souvent qui tombaient au moment où j'étais toute seule, de toute façon. Et donc, en fait, merci moi, maintenant, je sais. On a capté le message. On a capté, c'est bon, là. Mais n'empêche que, puisque tu dis waouh, et c'est difficile aussi après, plus tard, c'est difficile, parce que du coup, puisque tu sais que tu peux finalement tout faire tout seul, bonjour un petit peu, si tu veux, la pression. Parce qu'au final, t'as pas besoin, pas la pression pour toi, mais éventuellement pour l'autre avec un grand A, tu vois. Parce que, en fait, toi, tu peux te débrouiller. Mais je pense pas que le couple ce soit pour combler un besoin de j'arrive pas à me débrouiller. C'est plutôt pour partager. Toi et moi, on pense pas ça. Non, mais c'est peut-être comme ça qu'on attire les gens. Ça oui, aussi. bien sûr, mais je pense qu'il y a oui, bien sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent aussi comme ça. T'as raison. Qui se voient pas vivre tout seuls parce qu'ils y arrivent pas, parce que c'est pas, alors que non, en effet, c'est pas ça. Nous, notre vision est différente. C'est vrai que je suis un peu dans le jugement sur cet épisode. Ça va pas du tout. c'est pas un jugement. C'est des modes de fonctionnement, modes de fonctionnement. C'est pas du tout un jugement. Bon, mais toi, t'es dans un mode différent. T'es dans un mode où il t'est arrivé plein de choses quand t'étais toute seule. Et donc maintenant, tu sais que toi, le couple, ce sera pas ça que tu vas aller chercher. Il y a des gens, c'est pas du tout un jugement, où ils cherchent, j'ai besoin d'être avec quelqu'un parce que je peux pas, j'arrive pas tout seul, j'ai peur d'être tout seul, j'ai peur de gérer ça tout seul, etc. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas mieux l'un ou l'autre. C'est c'est la race. Quel est ton... Elle est sage, cette Julie. Attends, j'ai une grande sage. Bon les gars, on va vous laisser 50 minutes d'épisode quand même. Waouh. On est pas mal, c'était hyper intéressant.
C'est quoi ton actu en ce moment? Alors, mon actu... Un dos tout propre, tout neuf. Un dos tout propre, tout neuf. Oh là là, touche du bois, ça me fait peur. Attends, j'ai plein de bois sur mon étagère. J'ai ma plateforme de cours en ligne là sur laquelle on va faire un super challenge pour le mois d'octobre. Donc, c'est The Studio Paris. On a un challenge de 2 semaines pour le mois d'octobre qui fait pour vraiment, tu sais, quand il fait froid, etc. Et tu veux plus, voilà, la déprime. Et ben là, hop, endorphine tous les jours, un petit workout. Ensuite, là, je vais donner cours au Four Seasons à Genève, tu vois. Stylé. Ouais. Ensuite, à Six Senses à Kaplankaya en Turquie. Je vais revenir à Paris sûrement novembre-décembre pour faire des événements, des cours événements, donc avec partenariat. Donc voilà. Je pense qu'il faut te follower sur Insta pour voir ton actu, pour savoir quand t'es à Paris. Exactement. T'as vu comme elle arrive bien à faire ta promo. Elle est forte. La wingman. La wingwoman. Oui, parce que Julie et moi, on est wingwoman en soirée. L'une de l'autre. Voilà. Pour les mecs. Il faut en trouver une, ouais. Mon Insta, alors en plus, c'est compliqué, oh là là. C'est Juju on the rocks. Ouais, voilà. Sauf que le O de rocks, c'est un 0. Et voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est R, c'est l'histoire de ta 0 vie. CKS. Ben voilà, mais voilà, tu vois, finalement, tout concorde. Il faut juste être constant. Exactement. Allez, gros bisous les copains. À très vite. Merci Julie. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule et sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.